bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Framasoft. Ouais. Est-ce que vous pourriez présenter un peu les aspects du libre pour les internautes qui ne connaissent pas trop ces sujets? Alors, le libre, c'est une des meilleures façons d'expliquer sans doute ce qu'est le libre, c'est de parler de Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie libre et participative. Ça veut dire que les gens peuvent venir sur Wikipédia et peuvent éditer Wikipédia. Donc tout le monde peut participer à Wikipédia, et tout le monde peut venir écrire, collaborer, et on peut reprendre les contenus de Wikipédia à condition de citer les auteurs et qui a écrit la source qui, à ce moment-là, est Wikipédia. Et Wikipédia est inspiré du logiciel libre. Le logiciel libre est un mouvement qui est né dans les années 80, avec cette volonté de dire que le savoir, et notamment le savoir logiciel, devait être partagé et qu'on devait ensemble collaborer pour écrire des logiciels et qu'on pouvait le partager avec ses voisins, etc. Donc la particularité du logiciel libre, ce sont les 4 libertés qu'on octroie au logiciel libre. C'est d'abord la liberté d'utiliser le logiciel, donc c'est des logiciels que n'importe qui peut utiliser. Typiquement, il n'y a pas de restriction d'utilisation si vous faites partie de ce que les Américains appellent l'axe du mal, hein, donc des pays dans lesquels on n'a pas le droit d'utiliser par exemple Photoshop. On n'a pas ces restrictions-là au niveau du logiciel libre. Vous pouvez utiliser le logiciel quel que soit l'usage que vous souhaitiez en faire. Vous pouvez modifier ce logiciel, donc on a accès à la recette de cuisine du logiciel, le code source, et vous pouvez regarder ce qui se passe dedans, vous pouvez le modifier. Donc la modification et l'étude sont d'autres libertés du logiciel libre. Et la dernière liberté, la 4e liberté du logiciel libre, c'est que vous pouvez le partager avec les autres. Et donc vous avez le droit de copier un logiciel libre et de dire à votre voisin tiens, moi j'ai téléchargé ça, regarde, ça marche bien, utilise-le, etc. Et ça crée un espèce de cercle vertueux, finalement, où le logiciel est un bien commun qui appartient à la fois à tout le monde et à personne. Évidemment, on respecte le droit d'auteur, on doit citer l'auteur, et ça permet de créer des logiciels qui sont développés ou par des entreprises ou par des communautés, mais qui aujourd'hui représentent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de logiciels pour à peu près tous les usages et accessibles pour la plupart gratuitement. C'est un mouvement qui s'oppose complètement à la propriété intellectuelle classique. Tout à fait. Toutes les logiques privatives. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, justement, et même plutôt années 70 et 80, Microsoft, qui était une des premières entreprises à avoir verrouillé le code source de ces logiciels en disant, bah voilà, maintenant, si vous souhaitez utiliser notre logiciel, vous devez payer. Ça a créé un biais, ça veut dire que le logiciel devenait quelque chose qu'on ne pouvait plus partager, et on a créé des déséquilibres dans l'utilisation de l'informatique à cette époque-là. Et c'est juste que c'est devenu petit à petit tellement naturel dans l'esprit des gens qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir si un logiciel, finalement, n'était pas comme un théorème de mathématiques et qui n'appartenait finalement à personne. Et encore une fois, on en revient à cette notion de bien commun qui est de se dire est-ce que l'eau ou l'air appartiennent à quelqu'un? Est-ce que la lumière doit appartenir à quelqu'un? Qui peut mettre un droit d'entrée sur l'utilisation du soleil, etc. Et c'est exactement la même chose dans le logiciel. C'est finalement, ce sont des formules mathématiques qui créent les logiciels. Qu'on puisse dire que c'est moi qui l'ai fait, ça paraît relativement logique. Qu'on puisse vendre du logiciel, ça paraît relativement logique. Mais qu'on puisse dire non, je vais breveter le double-clic, on en est là aujourd'hui. Et ça nous paraît anormal, et surtout ça nous paraît être un frein à l'innovation. Et finalement, le logiciel libre essaye de libérer cette innovation et de rendre l'informatique accessible à tous. Oui, c'est qu'on a vu beaucoup de sociétés qui se constituent pour faire des valorisations de brevets, comme ils appellent ça. Pourquoi c'est un frein à l'innovation pour vous? Tout simplement parce que à partir du moment où il y a des entreprises, des très grosses, Apple, Samsung, Microsoft évidemment et bien d'autres, qui déposent vraiment des milliers de brevets sur un peu tout et n'importe quoi en se disant peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui me rapportera vraiment, ce sera le jackpot, et puis comme ça, je protège un maximum de choses. Je verrouille un maximum de choses, et une fois que ces choses-là sont verrouillées, il y aura peut-être un brevet sur 100 qui me rapportera de l'argent, mais qui m'en rapportera énormément.
Et on voit ça, par exemple, là en ce moment, évidemment, au niveau de la téléphonie, entre Samsung, Apple et autres qui se tirent dessus de façon quand même assez impressionnante. Et c'est des batailles finalement de juristes. C'est plus du tout des batailles d'informaticiens, ce sont des batailles de juristes en disant moi j'ai le brevet sur la forme de tel bouton et toi tu as le brevet sur le fait de passer un appel de telle ou telle façon. Et voilà, si tu utilises ça, tu me dois tant de millions de dollars. Si j'utilise ça, je te dois tant de millions de dollars. Donc je te propose qu'on fasse un accord. Et comme ça, tout va bien. Le problème, c'est que ça empêche de nouvelles entreprises de créer, de lancer des téléphones plus innovants. Et pourquoi pas des téléphones libres. Donc dans cette optique, vous avez rejoint l'association Framasoft, c'est ça? Oui, alors moi j'étais bénévole en 2004, l'association a été créée en 2004, mais elle existait depuis 2001. Elle a été fondée par un professeur de mathématiques, Frama, au départ c'est français et mathématiques. Et donc on est une association issue du milieu de l'éducation, à la fois éducation nationale et éducation populaire. Et l'idée, au départ, c'était de dire c'est bien ce monde merveilleux du logiciel libre, mais il en existe plein et on ne sait pas forcément où les trouver, on ne sait pas à quoi ils servent, et c'est assez compliqué quand on n'est pas informaticien de savoir où ils sont. Et donc ce professeur de mathématiques, aidé par d'autres personnes, a tout simplement créé un annuaire de logiciels disant bah voilà, il y a par exemple un logiciel qui s'appelle GIMP qui permet de faire de la retouche d'images et de la création d'images. Il y a un logiciel qui s'appelle OpenOffice, puis qui est devenu maintenant LibreOffice, qui permet de faire de la bureautique, etc. Et de renvoyer ainsi sur les sites web. Un petit peu comme les pages jaunes de l'annuaire, où on va se dire, bah voilà, je cherche un plombier, bah là c'est je cherche un logiciel pour enlever les yeux rouges sur mes photos de vacances. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc ça c'était Framasoft, on va dire sur la période 2001-2005. Et puis à partir de 2004-2005, quand moi je suis rentré dans l'association en tant que bénévole, on a commencé aussi à mettre en place d'autres projets, toujours autour du logiciel libre. Donc on a sorti la Framaki par exemple, qui était une clé USB bourrée de logiciels libres, des DVD là aussi remplis de logiciels libres. Et puis petit à petit on s'est orienté vers d'autres sujets, c'est-à-dire la culture libre notamment, donc à travers notamment deux projets assez importants qui sont le Framablog, qui est un petit peu le courrier international du logiciel libre, c'est-à-dire qu'on va repérer des articles parus en anglais, et comme en France tout le monde ne maîtrise pas très très bien l'anglais, nous on fait une sélection, une traduction, et on publie du coup cette traduction sur Internet. Et la deuxième chose qu'on fait aussi, c'est le Framabook, qui est une maison d'édition de livres sous licence libre. C'est-à-dire des livres que vous pouvez photocopier, partager, revendre, rediffuser autour de vous, à condition de citer les auteurs, évidemment. Alors, Framabook a été lancé en 2006, Framaki c'était en 2005. Et voilà, et l'idée c'était de dire, on va essayer de montrer, pour nous l'idée c'était de dire que le logiciel libre n'était pas qu'une question de logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas une association d'informaticiens. On vient du milieu de l'éducation. Ce qui nous paraissait important, c'était les valeurs et l'éthique du logiciel libre. Et on s'est dit, ce qui peut valoriser le logiciel libre, c'est de montrer que des béotiens comme nous, qui ne connaissons rien au logiciel et au code, on peut avoir envie de mettre ce pan-là de la culture, qui est aussi un mouvement social, hein. Il y a un côté mouvement social et politique derrière. Alors politique, pas gauche-droite, hein, mais politique, voilà, faire avancer la société. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à prouver que ça peut déborder du cadre du logiciel. Et donc c'est là que sont arrivés des projets aussi comme Wikipédia ou d'autres. Et ce qu'on souhaitait faire et mettre en avant, c'était de dire, voilà, on peut faire de l'objet physique, donc typiquement un livre, de façon qu'on va mettre à disposition avec les mêmes valeurs qu'un logiciel, alors que c'est un objet physique. Alors que, évidemment, la différence entre le logiciel et le livre, c'est que le logiciel, vous pouvez faire un copier-coller, d'ailleurs vous avez autant de logiciels, le même logiciel, vous le dupliquez autant de fois que vous voulez. Avec un livre, c'est plus compliqué parce qu'il faut le photocopier, ça coûte de l'argent, etc. Mais en fait, on s'est aperçu et on a réussi à prouver qu'on pouvait faire du livre libre. Ces livres, forcément, ont un coût, mais on met à disposition les sources, et si vous ne voulez pas acheter le livre et que vous êtes intéressé uniquement par un chapitre, vous pouvez imprimer vous-même ce simple chapitre, ou le transférer sur votre e-book et y avoir accès. Donc ça, c'était le deuxième pan, la culture libre, et depuis maintenant à peu près 2 ans, on s'est orienté aussi vers des services libres, c'est-à-dire essayer un petit peu, on voit bien aujourd'hui que
l'informatique telle que nous on l'a connue au départ, c'est-à-dire j'ai un ordinateur, je télécharge des logiciels, je les installe et je les utilise sur mon ordinateur, ça c'est quelque chose qui a changé ces dernières années. Aujourd'hui, l'essentiel des usages informatiques se passe dans le navigateur Internet. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un navigateur Internet libre, typiquement Firefox. Et dedans, on voit bien que les gens vont utiliser un webmail, ils vont utiliser des logiciels même de retouche d'images, etc., qui se trouvent maintenant dans leur navigateur Internet et qui sont donc dont le calcul et on va dire le stockage sont faits à distance dans ce qu'on appelle le cloud, donc le nuage ou l'info nuagique pour reprendre le terme québécois, et qui se passe donc à distance. Et donc nous on s'est dit, là aussi le logiciel libre a quelque chose à apporter et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à investir de ce côté-là, dans ce champ. Et comment vous arrivez à créer une sorte de nouvelle économie autour de ça, parce que pour rémunérer quand même les auteurs, il faut qu'ils vivent. Donc comment concilier gratuité et... Alors, si je prends le cas de Framabook, nos auteurs sont mieux rémunérés qu'Amélie Nothomb, en termes de pourcentage. C'est-à-dire qu'habituellement, dans le milieu de l'édition, un auteur va être rémunéré à hauteur de 7% du prix de vente du livre. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme travail qui est fait par les maisons d'édition, qu'on ne nie pas du tout, mais qui ont des grosses structures, des locaux, des bureaux, des secrétaires, des gens qui vont faire de la relecture, ils vont avoir des lieux de stockage, etc. Nous, on est sur un schéma qui est beaucoup plus léger, qui nous permet de rémunérer les auteurs à hauteur de 15% du prix de vente. C'est-à-dire que voilà, si on a un prix de vente à une vingtaine d'euros, on peut reverser 15% parce qu'on ne va pas imprimer 2000 exemplaires d'un même livre, on va les imprimer 50 par 50. Ils sont disponibles en ligne, donc on sait qu'on va faire moins de ventes, mais c'est pas très gênant. Le nombre d'auteurs aujourd'hui qui gagnent leur vie, alors que ça soit dans l'édition ou dans la musique, via leurs œuvres, et je parle de ceux qui gagnent on va dire l'équivalent d'un SMIC, est dérisoire. Je crois que dans la musique, on est à moins de 0,2% des affiliés à la SACEM qui gagnent l'équivalent d'un SMIC grâce aux droits d'auteur. Donc la plupart des gens qui sont à la SACEM ou qui sont auteurs de livres vont gagner quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros peut-être, même pas mensuels, mais annuels pour leur œuvre. Et donc, partant du principe que ils font pas ça, les auteurs ne créent pas au départ pour l'argent, le fait de créer des œuvres libres et disponibles le plus souvent gratuitement sur Internet permet de diffuser du contenu, de la connaissance et du savoir. Et c'est ça, nous, notre objectif. Alors, vous parliez des moteurs de recherche tout à l'heure. Ouais. Vous avez lancé une initiative qui s'appelle Dégooglisons Internet. Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu votre démarche? Alors là, le problème est beaucoup plus vaste. Pendant très longtemps, on a lutté essentiellement contre Microsoft, pour citer que cette entreprise, parce que Windows était partout et on considérait qu'il y avait un vrai danger à laisser Microsoft seul sur le terrain des systèmes d'exploitation. Apple, évidemment, était là aussi, mais on pensait qu'il y avait toujours un espace nécessaire, notamment pour des systèmes libres, typiquement GNU Linux, dont Ubuntu est une des distributions, mais il y en a plein d'autres. Et on s'est dit ces dernières années que le danger venait maintenant d'ailleurs, et notamment de ce qu'on appelle GAFAM, donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont aujourd'hui des routes quasi incontournables lorsqu'on utilise du numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si j'allume mon téléphone, qui est un smartphone, j'ai pas vraiment le choix. Ça va être soit du Android, c'est Google, soit de l'iPhone, c'est Apple, soit du Windows Phone, c'est Microsoft. Il y a des alternatives qui commencent à montrer le bout de leur nez, donc Firefox OS, par exemple sur téléphone, mais qui représentent aujourd'hui une part de marché extrêmement faible, dont on espère qu'elle se développera. Mais on voit bien aujourd'hui que ces entreprises contrôlent ce qu'on a dans nos téléphones. Évidemment, si j'achète un ordinateur, je vais avoir du choix, encore une fois, entre des ordinateurs, des tablettes qui vont faire tourner Android, c'est-à-dire du Google, des ordinateurs avec Windows, Microsoft, ou du Mac OS X et compagnie, c'est Apple. Là encore, ça devient relativement complexe de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui je peux aller sur Internet
échanger avec des gens, envoyer un mail sans passer par une de ces entreprises. Et elles ont petit à petit le poids, la gravité de ces entreprises pèse de plus en plus lourd. Et ça pose différents problèmes. Ça pose des problèmes de centralisation d'Internet, c'est-à-dire que finalement les gens ne disent plus... Quand on se dit je vais faire une recherche sur Internet, on utilise Google. Quand on veut aller sur le site de LibreOffice, moi je le vois au quotidien, les gens vont taper LibreOffice, mais dans Google, avant d'aller sur le site de LibreOffice. Lorsqu'on veut faire une visioconférence, on va utiliser par exemple Skype, et Skype appartient à Microsoft. Lorsqu'on veut aller du point A à un point B, on va ouvrir Google Maps ou on va ouvrir dans son GPS dans sa voiture avec Waze qui appartient à Google. Lorsqu'on veut communiquer avec ses amis, on va par exemple utiliser WhatsApp, qui n'est pas une application très utilisée en France, mais énormément utilisée à l'étranger. WhatsApp a été racheté par Facebook. WhatsApp, pour l'info, c'était une entreprise de 50 personnes, 55 personnes, rachetée 22 milliards de dollars. Donc, on en revient un petit peu au fait que ce GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, sont en train de tuer l'innovation parce que dès qu'une entreprise intéressante dans le numérique va se créer, ils vont pouvoir aligner des milliards de dollars. Et aujourd'hui, les gens pensent encore que les plus grosses entreprises capitalisation boursière mondiale sont General Motors ou des grosses banques, HSBC ou je sais pas quoi, etc. Pas du tout. La première capitalisation boursière mondiale, la boîte la plus riche au monde, c'est Apple. La deuxième, c'est Google. Aujourd'hui, le numérique est en tête des entreprises boursières au niveau mondial. Et elles ont aujourd'hui des pouvoirs extrêmement importants et qui commencent vraiment à nous faire peur. C'est-à-dire, elles investissent des champs qui dépassent juste le cadre de « je vais faire une recherche sur Internet » ou je vais faire de la visioconférence. Si je prends le cas de Google, qui est pour nous un des cas les plus inquiétants, même si on n'a rien à reprocher en tant que tel à cette société une société capitaliste classique qui vend des publicités, qui vend de la publicité et qui pour ça propose un maximum de services. Ils sont parfaitement logiques dans leur démarche. Google fait des Google Glass. Google fait des Google Cars. Donc, voilà, une entreprise qui à la base avait un moteur de recherche, aujourd'hui construit des voitures intelligentes et va mettre sur le marché des voitures intelligentes et sans chauffeur. Google investit le domaine de la recherche, de la robotique, des nanotechnologies, de l'ADN, etc. Et tout ça, aujourd'hui, sans que personne ne dise excusez-nous, mais il y a peut-être un petit souci à laisser une entreprise privée américaine choisir finalement quel va être le numérique de demain. Ils le font très bien, mais ils le font sans que personne ne prenne le temps de s'arrêter. Et donc nous, on a été sensibilisés à ça par d'autres associations, donc typiquement l'April ou la Quadrature du Net, qui travaillent depuis des années sur ces sujets-là. Et donc nous, encore une fois, on s'est dit, bon, nous, on n'est pas informaticiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc cette campagne Dégooglisons Internet, elle vise en fait à essayer de sensibiliser le grand public à ces questions et à dire, attention, Google n'est pas que un moteur de recherche, Facebook n'est pas que un réseau social, Microsoft, c'est pas que Windows, c'est aussi des téléphones, etc. Et qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire, du numérique alternatif est possible, un monde numérique alternatif est possible, et on espère déjà sensibiliser les gens à ces questions-là, et pour faire ça, on essaye de démontrer à notre tout petit niveau, avec quasiment 0 €, parce malheureusement on ne dispose pas de beaucoup d'argent, mais de mettre en place des services en ligne. Donc par exemple, on a un service qui s'appelle Framapad, qui est un outil de rédaction collaborative, qu'on essaye petit à petit de monter en charge pour montrer que c'est une alternative à Google Doc. On a un service qui s'appelle Framadat, qui est un équivalent, on va dire, de Doodle, pour que les gens puissent choisir en ligne des dates pour des réunions, etc. La différence, c'est que nous, on le fait évidemment, on ne souhaite pas accueillir la terre entière sur nos services, mais ce sont des services libres, donc vous pouvez télécharger le code de Framapad, le code de Framadat et l'installer sur vos propres machines. Et puis, si jamais vous utilisez les nôtres, nous, on s'engage, on a rédigé une charte où on dit, nos services, ils sont libres, donc le code source est accessible, vous pouvez le télécharger, ils sont éthiques, c'est-à-dire qu'on est une association loi 1901, on ne va pas utiliser, revendre vos données,
Ils sont décentralisés, ça veut dire que aujourd'hui, effectivement, ils sont sur nos serveurs, mais vous pouvez les installer et en faire vous-même vos propres installations. Et on vous explique en plus comment le faire via le biais de tutoriels. Et ils sont solidaires, c'est-à-dire que là, on remet une casquette militant, éducation populaire, mais ça veut dire que ces services, ils fonctionnent que si vous nous aidez, et que si, voilà, nous, on les met à disposition, mais il va falloir s'entraider les uns les autres, c'est-à-dire qu'on encourage les gens à venir nous aider à contribuer au code logiciel ou à nous soutenir financièrement pour que, petit à petit, on puisse proposer des alternatives à tous les services Google qui vont, évidemment, je le disais, du Google Car, YouTube, c'est Google, ce que les gens ignorent pour beaucoup. Et aujourd'hui, YouTube est la première plateforme, le premier média mondial, devant la télévision. Et si on laisse faire ces entreprises, on a bien vu que la télévision, Hollywood, était des véhicules culturels de mode, voilà, qui imposent, ou du moins qui proposent très fortement un mode de pensée. Et YouTube pourrait devenir, par exemple, sur la durée des vidéos, sur le contenu des vidéos, sur la publicité qu'il va y avoir avant et après, fait passer et véhicule un mode de pensée, un mode de société sur lesquels les gens aujourd'hui n'ont finalement que très peu d'alternatives. Et est-ce que vous trouvez qu'au niveau législatif, ça va dans le bon sens, au niveau français, européen ? C'est une là aussi vaste question. Au niveau législatif, il y a des choses qui se passent au niveau de la Commission européenne. Depuis 4 ans, Google est sous le coup d'une étude sur voilà, est-ce que il y a une situation d'abus dominant, la situation de Google n'est pas d'abus de position dominante sur la partie notamment moteur de recherche. Ça prend des années et moi ça me fait doucement sourire parce qu'il est quand même assez peu probable que la Commission européenne puisse à un moment donné se dire on va démanteler une entreprise comme Google qui est un fleuron évidemment des États-Unis, qui est une entreprise qui emploie plus de 50 000 personnes en emploi direct, plus des centaines de milliers autour, et qui génère 60 milliards de chiffre d'affaires. C'est absolument improbable que la Commission européenne elle puisse dire à un moment donné non, on ne veut pas de Google sur le territoire européen, alors que Google est aujourd'hui le moteur de recherche pour 95% de la population. Donc, d'un point de vue législatif, il y a des choses qui sont en cours, mais qui, à mon sens, personnel, je n'engage pas l'association là-dessus, mais n'aboutiront pas. Et puis, au niveau politique, il se passe des choses au niveau des startups, etc. Le gouvernement français essaye de pousser des startups pour créer, on va dire, des concurrents ou enfin, même pas des alternatives, mais des concurrents à Google, ce qui, là aussi, à mon sens, ne fonctionnera pas. Et c'est une illusion parce que ces entreprises, ces startups, lorsqu'elles vont commencer à grossir, c'est exactement le cas de WhatsApp que je citais tout à l'heure. Voilà, une entreprise de 55 personnes qui générait un petit chiffre d'affaires, Google arrive, ou là c'était Facebook, mais 22 milliards de dollars sur la table, il n'y a pas un chef d'entreprise qui va résister à ça. Donc, à moins de créer des entreprises d'État, et je ne pense pas que ce soit l'objectif aujourd'hui, et ce n'est pas la direction que prennent les gouvernements en Europe aujourd'hui, non, on ne va pas pouvoir lutter contre Google en créant des entreprises. La seule piste pour lutter contre GAFAM aujourd'hui, c'est le logiciel libre.